Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, nous sommes à Stuttgart, en Allemagne, et pas n'importe où, puisqu'en fait, la maison Porsche nous invite, non pas dans son musée, mais dans les réserves du musée. Alors, les réserves du musée Porsche, c'est à peu près 400 voitures qui sont alignées derrière moi. On en voit une petite partie ici. Il y a toute l'histoire de la marque, et je vous propose de commencer dès maintenant par les origines de la marque Porsche, avec la première Porsche. Alors Porsche, évidemment, c'est une marque d'ingénieurs et à la base, c'est la marque d'un ingénieur, Ferdinand Porsche, qui dans les années 30, en fait, développe son propre bureau d'études. Il va fonctionner avec plusieurs constructeurs, Daimler-Benz, Auto Union. À la fin des années 30, en fait, c'est lui qui va concevoir, sous le régime nazi, en fait, la première Volkswagen, voiture du peuple. Et il va concevoir cette voiture qui va se vendre à 22 millions d'exemplaires quand même dans le monde. C'est la voiture la plus vendue au monde encore aujourd'hui. Mais Porsche, il a d'autres ambitions. Il veut créer en fait sa propre marque. Donc au moment où la guerre éclate, il déménage en fait en Autriche. Et il va mettre quelques années à développer en fait son premier modèle. Et là, en fait, dans les réserves du musée, on a non pas la première Porsche, mais sa réplique. Réplique exacte de la première 356. Ils ont reproduit en fait la peinture originale, hein, c'est la vraie teinte. On la voit toujours en gris, mais c'est parce que les photos sont en noir et blanc. Elle était bleu ciel comme ça, un bleu assez particulier. Et on peut voir en fait qu'il y a déjà toutes les bases des futurs Porsche, c'est-à-dire qu'il y a déjà ces yeux ronds, on a les proportions qui sont déjà là, et l'intérieur aussi est intéressant, parce qu'on retrouve vraiment l'esprit du Roadster qu'on connaît encore aujourd'hui chez Porsche, avec un intérieur qui est étonnamment moderne. On voit ici les commandes assez simples, mais on a déjà le contact à la gauche du volant, et puis on a ce compteur inversé, au design particulièrement moderne pour l'époque. Donc c'est la première Porsche et ça va être la première d'une longue série et d'un immense succès. Et le cabriolet Porsche reste encore aujourd'hui évidemment présent dans la gamme et le Speedster va connaître une carrière extraordinaire, notamment aux États-Unis, partout dans le monde. Et c'est cette voiture-là aussi qui va faire que Porsche va commencer à rayonner en tant que marque et non plus seulement en tant qu'ingénieur. Alors comme vous vous en doutez, effectivement, les réserves du musée Porsche, c'est avant tout des voitures de sport, il y en a partout, elles sont toutes magnifiques. Mais c'est pas seulement ça. Porsche, c'est avant tout une marque automobile sportive, mais c'est aussi un bureau d'études. Et en 1994, Porsche va présenter cette voiture. C'est une Porsche, même si elle n'en a pas l'air, c'est la Porsche C88. Alors pourquoi C88? Puisque c'est comme marché chinois. À l'époque, le gouvernement chinois va lancer un immense appel d'offres auprès des constructeurs un petit peu du monde entier pour concevoir et produire une voiture du peuple. Il faut comprendre qu'à l'époque, le taux d'équipement est très faible. Et Porsche va répondre en présentant au salon de Pékin en 1994 cette C88. Et on peut voir ici que c'est très intéressant, c'est vraiment une voiture pour la famille. Pourquoi? En fait, le logo, vous voyez ces 3 points sur le logo, ça représente le père, la mère et l'enfant. Pourquoi je dis l'enfant? Puisque c'est l'enfant unique. Et cette voiture, elle est vraiment conçue pour les familles chinoises, puisqu'en fait, on va retrouver à l'intérieur un unique siège bébé à l'arrière qui symbolise en fait l'enfant unique voulu à l'époque par la politique chinoise. Donc cette voiture, en fait, elle répond à tous les critères de sécurité des voitures mondiales à l'époque, que ce soit européennes, japonaises ou américaines. Et finalement, on se rend compte, 30 ans après, c'est peut-être Porsche qui a inventé le principe du low cost qui réussit tant à d'autres marques aujourd'hui comme Dacia. Donc cette voiture, elle ne sera jamais produite, mais c'était une première tentative de Porsche d'intégrer en fait un marché chinois qui à l'époque était encore balbutiant. Porsche, c'est aussi la compétition, et il y a un pilote dont on est obligé de parler, dont la carrière est intimement liée à Porsche. Il a gagné 6 fois les 24 heures du Mans, donc 4 fois avec Porsche. C'est Jacky Ickx. Et ce modèle de 911, qui a l'air tout à fait normal, est en fait une série limitée qui est sortie il y a 2 ans sur le marché belge uniquement. C'était début 2020.
Et c'était pour fêter les 75 ans de Jackie X, l'immense champion belge. Donc la filiale Porsche Belgique a créé cette série spéciale qui reprend les couleurs de Jackie X. Et en fait, les 75 exemplaires sont vendus en quelques heures, ce qui prouve une fois de plus que le mythe Jackie X et Porsche est toujours vivant dans la tête des passionnés. On parlait de Jackie X tout à l'heure, la transition est tout de suite vue, puisqu'en fait on est ici en présence des 959 du Paris-Dakar. On est en 1986, Porsche décide d'engager en fait sa supercar, la 959, sur le plus dur des rallyes, le rallye le plus dur au monde. Il y a 13 800 km à parcourir et Porsche va engager en fait cette supercar, la 959, avec René Mage et Jackie X, qui lui est associé avec Claude Brasseur. C'est là l'arrivée, non? Oui, t'as 8 km. T'as 8 km. Hein? 8 km. Oui, mais on a combien de temps qu'on est parti? 2h24. Mais bon, on a le temps alors, 4 heures. Nous en avons pas. Porsche va être un peu la première grosse armada qu'on va voir sur le Dakar. Il y aura Peugeot après, Citroën, Mitsubishi, etc. Mais c'est la première grosse écurie d'usine. Ils vont faire premier et deuxième, évidemment. Et pour vous donner un petit peu le niveau de performance de cette 959, c'est qu'il y a une troisième voiture qui était engagée en compétition, mais qui servait de véhicule d'assistance, qui a quand même réussi à faire sixième. Donc en fait, un énorme succès pour Porsche. C'est resté un petit peu dans l'histoire du Dakar comme effectivement la première vraiment supercar sur le Dakar. Il n'y a aucun autre constructeur qui a réussi à faire ça. Après, ça a toujours été des prototypes, etc. Mais là, on est vraiment sur une supercar dans le désert et c'était une fois encore avec Jackie X. On entre dans la partie la plus intéressante du musée Porsche, je pense. En tout cas, des réserves du musée Porsche, puisqu'en fait, on est ici à l'endroit où le constructeur a regardé tous ses prototypes. Alors, il y a des prototypes de développement, on va le voir tout à l'heure, et il y a des prototypes aussi qui servent à faire des tests, en vue d'homologation, en vue d'améliorer la voiture avant qu'elle sorte. Et je suis tombé sur cette Porsche 928 un peu spéciale. Ce n'est pas la Porsche 928 de Marty McFly, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour déterminer et essayer d'étudier un petit peu le bruit de roulement de la voiture, c'est-à-dire le frottement en fait des pneus sur la route, Porsche a développé ce prototype à l'époque de 928 où ils ont mis en fait tous les éléments qui font du bruit à l'extérieur de la carrosserie. Ce qui fait que dans l'habitacle, en fait, les ingénieurs peuvent mesurer le seul bruit de roulement des pneus et étudier plusieurs sortes de pneus, etc. pour avoir aussi, ça doit être une Porsche, il faut aussi soigner le silence. Alors ce qui est toujours intéressant, c'est de voir après coup les mulets de développement des voitures. Juste derrière moi ici, j'ai le mulet de développement de la première Porsche Boxster. Alors à l'époque, Porsche cherche à élargir la gamme et ils vont se baser sur un châssis de 993 et insérer en fait les éléments mécaniques et certains éléments esthétiques du Boxster pour pouvoir en fait rouler avec la voiture et la développer. Donc ça, c'est le premier Boxster. Et chez Porsche, ils aiment bien garder en fait les prototypes de développement. C'est ce que m'expliquait tout à l'heure l'ingénieur, puisqu'en fait, ça leur permet aussi de montrer en fait les différentes étapes du développement d'une voiture. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Ça ressemble, vous voyez, c'est un peu grossier, c'est assemblé avec du scotch. C'est pas très beau, c'est tout noir, mais en fait, c'est un morceau d'histoire puisque c'est la première Boxster. Au-dessus, on a une Porsche qui a l'air tout à fait normale, mais là aussi, c'est un proto de développement. C'est le premier prototype de GT3 hybride. Donc, en fait, ils ont pris un véhicule d'apparence normale, mais à l'intérieur, en fait, il y avait toutes ces nouvelles technologies de l'hybridation. Et c'est le véhicule qui a servi à faire les tests. Donc là aussi, c'est un morceau d'histoire de la marque Porsche. On pourrait croire qu'on est en face d'une Porsche Panamera, et ben c'est pas tout à fait le cas, mais on est en face de son ancêtre. Nous sommes en 1989 et Porsche décide d'étudier pour la première fois et de faire un prototype de Porsche 4 portes. Alors c'est une familiale, ça ressemble dans l'esprit à une Panamera qu'on connaît aujourd'hui, mais à l'époque c'est une révolution. Et en fait les puristes, les possesseurs de Porsche 911 à l'époque, ont accueilli très fraîchement en fait ce prototype en se disant mais Porsche va tout de même pas faire une version 4 portes. Les modèles qui ont suivi en fait le Cayenne, la Panamera
Des années plus tard, on prouvait que c'était possible et que c'était très rentable pour la marque. Mais à l'époque, c'était un gros pas en avant. Et s'il y a une Panamera aujourd'hui, c'est peut-être et sûrement grâce à ce prototype qui est apparu en 1989. Alors que le musée expose environ 90 véhicules, la collection Porsche compte plus de 540 voitures, un chiffre qui ne cesse de croître d'année en année. Les 9000 m² de réserve renferment tout ce qui fait le patrimoine de la marque. Mais ici, chaque voiture roule ou est en état de rouler, ce qui permet à cette collection d'être vivante et de participer à plus de 280 événements par an aux quatre coins du monde. Des réserves qui pourraient s'agrandir à l'avenir. Pour en découvrir davantage, on vous donne rendez-vous sur le site largus.fr parce que ces réserves restent définitivement fermées au public.